beaucoup de gens qui ne m'aiment pas parce qu'il paraît que je m'exprime seulement en français. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas touché à l'art oratoire toute leur vie. Mais peut-être, je sais pas ce qu'ils ont fait dans leur vie. Ils se disent coach en art oratoire. Ils n'ont pas l'expérience en soi. Ils sont là à enseigner comment déstresser sur scène alors qu'ils ne sont jamais montés sur scène de toute leur vie. Et là, je trouve que c'est là que se trouve le problème. C'est pas la question est-ce que tu as un titre ou pas. C'est la question est-ce que tu as l'expérience et la capacité de faire passer ou pas. Et j'étais très triste. Pourquoi c'est une défaite qui m'a vraiment marquée, je tiens vraiment à le préciser. Parce qu'en fait, là, on disait que le représentant de Madagascar allait aller à Paris. Et après cet échec, j'ai vraiment beaucoup pleuré. J'étais là, d'accord, c'est peut-être pas pour moi. Un an plus tard, le même mois, je vais représenter Madagascar à Paris pour le concours international d'éloquence Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On me connaît surtout sur les réseaux sociaux en tant que championne d'art oratoire depuis l'année dernière. Mais à part l'art oratoire qui est vraiment une passion pour moi, je suis aussi une étudiante malagasy. J'étudie à la faculté de droit et des sciences politiques de l'université d'Antananarivo. Et je viens d'une famille pas très aisée, on va dire une famille modeste. Pas on va dire, c'est vraiment une famille modeste en fait. À part ça, je suis étudiante, je suis oratrice, mais je suis aussi la directrice de projet, du projet Art oratoire et débat de la Jeune Chambre internationale Mayenne de Léo. Et à part ça, je suis coach et formatrice en art oratoire, mais ça aussi, ça fait partie de l'art oratoire. Alors déjà, ça fait comment d'être champion? Je pense que tous les orateurs et oratrices auxquels vous allez rencontrer vont vous dire qu'être champion, c'est un peu la réalisation d'un rêve, mais c'est pas vraiment ce rêve en soi. Petite explication, c'est la réalisation d'un rêve parce que tout le monde veut gagner quelque chose dans sa vie. Mais c'est pas le rêve en soi parce qu'on ne veut pas se limiter à une seule victoire. Alors si on me demande c'est quoi d'être championne de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, déjà je vais dire que je suis pas vraiment championne parce que j'ai eu le prix du public et là je veux vraiment remercier le public, surtout le public de Madagascar parce que sans eux je n'aurais jamais eu ce titre. Après, j'aurais aimé les deux. Honnêtement, j'aurais aimé les deux. Parce que prix du public, ça veut dire qu'il y a des gens qui tiennent à toi. Mais être élu par le jury, comme champion du concours, en fait, ça veut dire qu'il y aurait des professionnels dans le cadre qui auraient accepté que tu as fait du bon travail. Mais après avoir eu mon prix, les jurys m'ont dit que c'était du bon travail, du coup, j'étais quand même heureuse. Oui, mais on m'a pas choisi. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils me l'ont dit. Alors, déjà, après le bac, même pas après le bac, avant le bac, on était là à se poser chez moi, qu'est-ce que tu vas faire? J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Mais au bac, malgré que j'étais en série littéraire, j'adorais les matières scientifiques comme mathématiques, SVT et physique-chimie. Alors moi dans ma tête c'était je vais prendre ce bac littéraire et je vais prendre un autre bac scientifique après. Mais ça n'a pas marché comme ça. Après le bac, on m'a dit d'entrer à l'université et là ça a vraiment créé une dispute entre moi et mon père parce que lui il voulait que je fasse du droit et moi je voulais faire de la gestion. Et on se disputait vraiment tout le temps sur ça. Lui c'était vraiment son rêve, avoir une fille juriste. Moi c'était mon rêve, jouer avec les chiffres. Ma mère, elle a trouvé la solution. Elle m'a fait faire les deux filières en même temps. Oui. Alors, après, quand j'ai fait les deux filières, j'ai commencé à voir que j'étais plus à l'aise dans les matières juridiques, même en gestion. Parce qu'en gestion, en licence 1, on faisait déjà quelques matières juridiques. Et j'étais plus à l'aise dans ces matières-là parce que j'avais l'impression que c'était plus utile dans ma vie quotidienne que les maths financières que je maîtrisais pas du tout à l'époque. Du coup, après une année de gestion, j'ai décidé d'arrêter et de continuer le droit. Parce que c'est dans le droit aussi que j'ai rencontré le club d'art oratoire et de débat. C'est ma seconde famille actuellement et c'est grâce à eux que je suis comme ça, grâce aux aînés.
Je vous aime les gars, si vous allez regarder ça. Alors, quand j'ai rencontré le club d'art oratoire et de débat, je me suis dit, ah, pas de problème, vu que... Pas de problème, même si j'arrête l'autre filière, parce que là, je vais avoir deux choses à faire. Je vais me focaliser dans l'art oratoire et dans le droit en même temps. Du coup, ça avançait. Les concours se sont enchaînés. Et avec le temps, j'ai compris que j'évoluais pas, mais comment dire ça, je m'épanouissais dans le droit. Je sais, c'est très bizarre dit comme ça, parce que d'habitude, je suis la fille qui se plaint en classe. Je vais dire ça en malagasy parce que je dis vraiment les Européens, ça va, je dis. Mais non, en fait, ça m'épanouissait vraiment parce que quand on prépare des débats, par exemple, l'année dernière, on était représentant de Madagascar, dans le tournoi interuniversitaire de débat de l'AUF et on avait comme thématique la paix. Pour trouver des choses à propos de la paix, on devait faire des recherches sur les relations internationales, le droit international humanitaire, les libertés publiques. Et je voyais que j'étais plus à l'aise dans ces matières-là, en fait. Du coup, actuellement, je peux vraiment affirmer que je suis passionnée par le droit, même si des fois je suis flemmard. Moi, je me dis, déjà, chacun son destin. Si tu n'es pas fait pour cette filière, tu es fait pour quelque chose d'autre. Après, c'est pas seulement dans le droit qu'on échoue, en fait. Moi, par exemple, j'ai échoué en gestion et ça ne m'a pas empêché d'arrêter. Mais il y a des gens, il existe surtout des jeunes qui se disent « Moi, je vais me focaliser sur l'étude parce que je suis surtout bonne à ça. » Et il y a certains jeunes qui se disent « Moi, je vais me focaliser sur la recherche d'argent. » Et là, c'est pas une question de est-ce que tu es... C'est pas une question de est-ce que tu es évolué dans ta filière ou pas, en fait. C'est vraiment une question de choix. Tu préfères quoi? D'abord étudier et dépendre de tes parents. Moi, par exemple, je dépends encore de mes parents. Ou tu préfères de trouver de l'argent? Ça, c'est une question qu'on me posait vraiment souvent quand je suis arrivée. Tu as eu quoi? Et ben, les gens, j'ai eu un trophée, un certificat, une liseuse. Là, j'ai eu une liseuse et un stylo. Non, j'ai pas eu d'argent. Parce que depuis que je suis arrivée, presque tout le monde me pose cette question. Même des gens que je connais pas, des fois, ils viennent et ils m'abordent. Ah, bonjour championne, ça va? Ok, oui, ça va. Et toi, tu as eu quoi? Je me dis, mais j'ai eu des choses. Est-ce que l'art oratoire est accessible à tout le monde? Oui. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de filière exigée, il n'y a pas de... Je sais pas, comment on appelle ça? Vous n'avez pas besoin d'étiquette pour devenir orateur. Vous aimez ça, vous le faites, c'est tout. Et la première question, c'était est-ce que c'était un rêve de devenir orateur? De base, moi, mon rêve, ça n'a pas changé. C'est toujours de devenir multimilliardaire. Ça n'a pas changé. Dommage que t'as pas... Que j'ai pas reçu d'argent. Malheureusement. En fait, ma relation avec l'art oratoire, dans la cathédrale d'Aix, tout étudiant en première année connaît cette cathédrale, la Rambolane Casolo, je pense. Et on nous a dit, vous savez, dans cette faculté, il y a différents clubs. Et ils ont balancé les clubs. Il y a le club Asnoskusena Magas, il y a le club ciné, il y a le club d'anglais. Et il y a un club d'art oratoire et de débat. Et c'était la présidente de ce moment-là. C'était la présidente à ce moment-là qui avait présenté le club, en fait. Et elle a bien dit, je me rappelle de ces mots, du club. Elle est devenue mon amie à moi, heureusement. Elle faisait peur à l'époque. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, vu que j'aime... Alors, contrairement aux autres orateurs qui disent « Moi, je suis introvertie et timide, du coup, moi, je fais de l'art oratoire pour sortir de ça. » Moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis une véritable pipelette, j'adore parler, je suis extravertie. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne rendre pas ce côté-là un peu plus bénéfique? À part recevoir des punitions, je ne bavarderai plus en classe. Du coup, j'ai assisté au club, j'ai vu les anciens et les aînés débattre, j'ai vu une scène et tout. Je me suis dit, moi, je veux faire de l'art oratoire. Moi, je veux être comme ça. Et c'est à partir de là que j'ai fait de l'art oratoire. Ça fait 2 ans et demi que je fais de l'art oratoire. Et durant ces 2 ans et demi,
la plupart des gens connaissent les victoires parce que d'habitude, quand je fais des formations et quand je publie des choses, je précise, je suis multi-championne en oratoire, 3 fois représentante de Madagascar, les titres récents et tout ça. Il y avait plusieurs défaites déjà. Énormément de défaites. On pourrait même passer toute la journée à les citer. Mais avant ça, alors déjà j'avais une mentalité qui me disait il faut commencer petit à petit, Routia. Même si tu veux être championne, il faut commencer petit à petit. Mais j'ai l'habitude de ne pas suivre mes propres conseils. Du coup, je suis allée faire une sélection interne dans notre club et je me suis fait massacrer par les aînés à ce moment-là. Oh mon Dieu. C'était la honte. Et je me suis dit, je vais plus faire de l'oratoire. Puis après, pourquoi ne pas réessayer, mais petit à petit cette fois. J'ai commencé avec les concours internes, c'est-à-dire les concours dans le club en soi. Et c'est là que j'ai eu mon premier médaille et ma première victoire de plaidoyer. C'était mes 2 concours internes. Puis il y avait un concours de slam, parce que je suis aussi slameuse poétesse, pardon. Et j'ai pu être championne de slam du 5e anniversaire de la FTSP à l'époque. J'étais encore en première année. Puis j'ai enchaîné les concours. Je me suis dit, ok, maintenant on va commencer par sortir petit à petit. Et il y a ce qu'on entend par la Ligue des Chevaliers. La Ligue des Chevaliers, en fait, c'est un concours de débat interuniversitaire qui réunit à peu près toutes les facultés et universités. Parce qu'il y a aussi d'autres universités à part l'université d'Antananarivo. Et c'est vraiment, Ligue des Chevaliers, c'est vraiment un concours pour ceux qui commencent dans l'oratoire, ceux qui débutent. Et on avait fait ce concours, on était 15 à représenter notre club. Et grâce à Dieu, à cette époque-là, on avait gagné. On avait remporté le trophée à la maison, c'était bien. Et on avait considéré ça comme notre première victoire. Alors pour moi, personnellement, c'était vraiment à nous notre première victoire interuniversitaire. Puis on avait eu le concours de débat interuniversitaire Tafid, où, grâce à Dieu encore, notre équipe l'a remporté. Du coup là, j'étais 2 fois championne interuniversitaire. Après, on a fait le tournoi interuniversitaire de débat. Là, je zappe vraiment toutes les défaites, mais il y en avait. Puis, l'année dernière, j'avais déjà un plan, je vais faire ça, mais c'est très bizarre, le plan de Dieu, il est différent, mais il est meilleur. Il est vraiment différent, mais il est meilleur. On nous a dit, il paraît que pour cette année, le tournoi interuniversitaire de débat de la UF, si vous représentez Madagascar, ce sera au Kenya. Mais moi, j'avais pas en tête Kenya. Moi, j'avais en tête, on va tenter la sélection et on va voir où ça nous mène. On a fait la sélection avec Nali Arien, c'était le nom de mes coéquipières de l'époque. On a pu représenter notre faculté d'abord. Puis on a été nommé champion régional. Et après avoir combattu 20 équipes au régional, à Antananarivo, ça s'est passé à la UF14, on a pu devenir champion national. Du coup, là, on était, champion national. On n'arrivait pas à y croire, parce que tellement c'était bizarre. On n'arrivait vraiment pas à y croire. Et en tant que champion national, on était là, ok, on va représenter Madagascar. Et je me rappelle bien, il y a une dame qui nous a rapprochés, elle nous a dit, est-ce que vous avez déjà vos passeports? Et on a dit non. Pourquoi? Alors préparez-les parce que vous partez dans 2 semaines. Et c'était mon premier voyage, c'était représenter Madagascar au Kenya. On était 3 et on a eu la 3e place. Et c'est là que j'ai eu mon titre de meilleure oratrice de l'océan Indien et de l'Afrique australe 2024. Parce que quelqu'un a déjà pris le titre en 2025. Et c'est une amie. Ah ouais? Oui. Et je suis trop contente pour elle parce que, en fait, j'ai l'impression que le titre sort pas de la maison. Le titre reste chez nous. Cette année encore, j'ai fait des programmes. Avant ça, ma plus grosse défaite de l'année dernière, il y a le concours d'éloquence et Eloquentia et j'ai perdu à la quart de finale. La finale va se passer ce samedi et il y aura bien sûr les 4 orateurs, mais j'aurai l'honneur de faire une prestation avec 3 autres grands orateurs, notamment une slameuse, Kayla,
et un stand-upper, Toav Ndjienne, et une très grande oratrice de Madagascar, Christina Rassouani-Rey. On va tous être là, on va faire une prestation, à part les finalistes, du coup ça va vraiment être du spectacle aussi. Hein. Après ça, et j'étais très triste. Pourquoi c'est une défaite qui m'a vraiment marqué, je tiens vraiment à le préciser, parce qu'en fait là on disait que le représentant de Madagascar allait aller à Paris. Et après cet échec, après cette défaite, j'ai vraiment beaucoup pleuré. J'étais là, d'accord, c'est peut-être pas pour moi. Un an plus tard, le même mois, je vais représenter Madagascar à Paris pour le concours international d'éloquence Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ce qui était vraiment un défi pour moi aussi, et c'était vraiment inattendu, on va dire. Parce que si on check sur Google, j'ai checké sur Google, j'avais pas trouvé comment s'inscrire. Et c'était ma responsable, que je considère vraiment comme ma marraine de l'AUF, qui m'a dit « Est-ce que ça te dit de participer ?» J'avais carrément mes examens la semaine prochaine, mais j'étais là « Oui, bien sûr, pas de problème !» Et en fait, on était 100 au début. 100 ou 150, 100 à travers le monde. Et c'était une sélection vidéo. On m'avait dit d'envoyer la vidéo, j'ai envoyé la vidéo. Et normalement, quand on envoie une vidéo sur WeTransfer, quand la personne reçoit la vidéo, on reçoit un mail. Mais j'ai pas reçu le mail. Du coup, j'étais là, est-ce que vous avez reçu ma vidéo ou pas ? Et ils m'ont dit, oui, mademoiselle, on a reçu votre vidéo, mais l'université ne travaille pas le week-end. Et j'étais là, d'accord, pas de problème. Puis on m'a dit, les résultats vont sortir le 19 avril. J'ai attendu toute la journée, le résultat n'est pas sorti. J'étais là, ok, 13 ans. Bon, on va se concentrer sur les études et la vie. À 20h pile, je reçois un mail, félicitations mademoiselle, vous êtes qualifiée aux demi-finales. Et j'ai reçu les retours du jury. Là, mon cerveau, il buguait encore. Quoi ? Demi-finale ? Je comprends pas. Alors là, on était plus que 16 à la demi-finale. Et ça me stressait parce que on était 16 ans. Du coup, il y avait 13 Parisiens qui étaient déjà là-bas. Et on était 3 à représenter la UF. Je venais de Madagascar. Marianne venait de Liban. Et une autre demoiselle qui venait de la RDC. Du coup, on était là, nous 3 représentés. Et celle qui venait de Liban, il était déjà là-bas. Au moment où nous, ça devait être en visio, malheureusement. C'était bizarre et très stressant parce que, en fait, on voyait une vidéo, ça va. Vous envoyez la vidéo, vous voyez pas les gens qui vous regardent, vous voyez pas les jurys. Vous êtes juste là à attendre. Mais la visio, c'est que vous voyez tout le monde. Hein, et surtout, vous voyez votre tête sur l'écran géant. Ce qui était vraiment encore plus stressant. Et après, durant cette demi-finale, j'étais contre une Parisienne qui était juriste aussi. Elle était très mignonne en passant. Et on était le premier match parce que c'était un duel. On était le premier match. Elle est passée directement. Moi, je pensais qu'il aurait un laps de temps pour réfléchir, pour déstresser et tout. Mais non, elle est passée. Dès qu'elle avait fini, on m'a dit « Allumez votre caméra, c'est à vous ». J'étais stressée. J'étais là et j'ai oublié carrément 50% de mon texte. Je savais plus, je me rappelais du texte en globalité parce que là, on est supposé toujours faire une carte mentale. Et en globalité, je me rappelais de ce que je voulais dire, mais les petits détails là qui vous trahissent, j'avais carrément oublié. Après, il y avait 8 autres matchs après nous. On était là à attendre dans le studio de l'AUF, que je remercie personnellement parce que sans eux, ça aurait été moche la demi-finale. C'était à titre individuel, mais j'avais le soutien de l'agence universitaire de la francophonie de Madagascar, heureusement. Et je les remercie vraiment pour ça parce que déjà, c'était super. Attendre avec nous jusqu'à 22h du soir, c'était pas du tout facile. Puis il y avait mes amis qui sont aussi restés avec moi jusqu'à 22h du soir à un catch. On était supposés rentrer à Ito, c'est un doigt de foot. Je les remercie aussi, ce sont vraiment des pépites ces gens-là. Après, on nous a dit, quand on vous dira allumez votre caméra. Moi j'avais déjà plus d'espoir. Ils ont dit quand on vous dira allumez votre caméra. On a dit ok. Ils ont d'abord annoncé un premier nom,
c'était pas mon nom. Et moi, en fait, je me suis dit que vu qu'on était passé en première, sûrement on aurait dû annoncer d'abord le vainqueur de notre match à nous. C'était pas mon nom, j'ai dit, hey, Woody. Genre, par politesse, on reste un peu jusqu'à la fin. Le deuxième nom, c'était pas encore le mien. Troisième nom, avant le troisième nom, en fait, ils ont envoyé allumer votre caméra maintenant. Moi, j'avais pas vu le message alors que c'était vraiment sur l'écran que je regardais. Mais c'était mon ami qui avait vu le message. Il a directement allumé la caméra et on a annoncé mon nom. J'étais là. J'ai bugué 2 secondes d'abord. Après, j'ai crié partout et on m'a dit « Rudy, la caméra est allumée !» J'ai là « Ah d'accord, merci !» Mais c'était un des plus beaux moments de ma vie. Si on me dit de choisir un moment durant tout le concours en soi, ce serait ce jour-là, ce moment-là, où on a allumé la caméra, vu que je ne savais même pas qu'on avait allumé la caméra, mais où on a annoncé mon nom et que mes amis étaient tous là aussi heureux que moi. C'était un des meilleurs moments de ma vie. Puis, c'est comme ça qu'on a reçu le billet d'avion pour Paris, pour représenter Madagascar. Et arrivé là-bas, c'était trop bien. C'était vraiment comme un rêve qui se réalisait. Mais c'est ça que je venais de dire tout à l'heure. C'est pas le rêve en soi, mais ça fait partie du rêve qui se réalise. Du coup, on se limite pas à ça. Bon, on s'arrête là, c'est assez. Et on n'essaie pas d'avoir plus aussi, dans le sens où je suis insatisfaite de ce que j'ai eu. Non, je suis extrêmement satisfaite, extrêmement reconnaissante de ce que j'ai eu, mais c'est pas la fin. Comme je l'ai dit sur ma première publication dans ma page, ce n'était pas la fin, ce n'était que le début. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me différencie des autres orateurs ? Déjà, je suis une oratrice. Mais c'est pas vraiment ça. En fait, dans le monde, on se connaît entre nous. Déjà, qu'est-ce qui me différencie des anciens orateurs que presque tout le monde connaît ? Je ne citerai pas son nom. C'est un grand rappeur. Lui, il a beaucoup d'expérience. Beaucoup. Des années et des années. Moi, j'ai que 2 ans et demi. Lui, il a des années d'expérience. Et en fait, la génération d'orateurs, c'est vraiment une génération. Ça vient par génération. Lui, il a sa génération à lui. Il avait la génération après nous. Il a notre génération à nous. Et il a les générations après nous. Avant, après. Oui. Et là, en fait, ça nous différencie beaucoup. Parce que ça dépendra, la personne, il recherche quoi vraiment dans l'orateur qui veut qui lui coach. Est-ce qu'il cherche l'expérience, les années d'expérience de la personne, ou est-ce qu'il cherche vraiment la personne en soi ? Mais nous, dans notre monde, on se connaît. Par exemple, on sait c'est quoi leur point fort à eux et c'est quoi leur point faible à eux. Si on regarde de l'extérieur, si c'était vraiment des gens différents qui regardaient de l'extérieur, ils sentiront même ces différences. Ils diront peut-être, waouh, c'est vraiment de l'art oratoire. Ils font tous de l'art oratoire. Mais ils sentiront ces différences. Mais nous, entre nous, on connaît ces différences. Je ne serai jamais comme Rakshas et Teransu et je ne serai jamais comme Niavra Zavjazak et on ne serait jamais les mêmes. Mais on fait partie d'une même génération. Alors là, ça dépend vraiment de ce que la personne en soi, elle cherche. Du coup, voilà, je pense. Je peux pas dire concrètement qu'est-ce qui me différencie d'eux parce que même moi je ne sais pas vraiment. Version oratrice sur scène, je sais ce qui me différencie d'eux. J'ai mon style à moi, ils ont leur style à eux. Mais à part ça, hors de la scène, chacun notre vie aussi, ça nous différencie beaucoup. Nos expériences nous différencient beaucoup, vraiment beaucoup. Et nos titres. Là, ce sont mes amis. En soi, ce sont vraiment mes amis. Mais après, pourquoi dire que ce sont des concurrents alors qu'on sait vraiment que le marché, surtout le marché de l'art oratoire à Madagascar est déjà très saturé, extrêmement saturé. Il y a beaucoup de coachs en art oratoire qu'on n'a presque jamais vus tout au long de notre vie, mais ils se disent coach et on l'accepte. Il y a les champions en art oratoire et il y a les nouveaux orateurs. Du coup, ça commence vraiment à être saturé comme marché. Et les voir comme concurrents, en fait, d'après moi, les voir comme concurrents, c'est essayer de prendre leurs clients à eux. Alors que déjà, le client, c'est supposé être fidèle.
ce ne sont pas des concurrents, c'est vraiment chacun son marché, chacun son client. Et ce sont mes amis de base, du coup, ce sont déjà des amis. Mais voilà, ce ne sont pas vraiment des concurrents. Moi, je me dis que le titre, c'est pas nécessaire. Les titres ne sont pas nécessaires, mais c'est l'expérience qui compte. Parce que, en fait, les titres, ça crédibilise juste ce que vous faites. Par exemple, moi, c'est maintenant que les gens me connaissent et c'est maintenant que les gens ils se disent que je suis champion d'art oratoire, du coup je peux être coach en art oratoire. Et moi, depuis l'année dernière, je suis coach. Et ça, l'année dernière, ça faisait 1 an et demi que je faisais de l'art oratoire. Je formais des lycéens, je formais des universitaires. Et cette année, je me tourne surtout dans le professionnel. Par exemple, j'ai déjà fait une formation pour entrepreneurs, start-up et salariés. Le problème ici, ce n'est pas le fait d'avoir un titre ou pas, mais vraiment d'avoir l'expérience et la capacité de faire passer ce que la personne devrait avoir. Est-ce que la personne qui se dit coach peut vraiment remplir les besoins de la personne qui a besoin de son aide? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas touché à l'art oratoire de toute leur vie. Ils ne connaissent pas, je ne dis pas qu'il faut connaître logos, pathos et ethos, mais ils ne connaissent même pas déjà ces 3 termes. Mais peut-être, je sais pas ce qu'ils ont fait dans leur vie. Ils se disent coach en art oratoire. Ils n'ont pas l'expérience en soi. Ils sont là à enseigner comment déstresser sur scène alors qu'ils ne sont jamais montés sur scène de toute leur vie. Et là, je trouve que c'est là que se trouve le problème. C'est pas la question est-ce que tu as un titre ou pas. C'est la question est-ce que tu as l'expérience et la capacité de faire passer ou pas. Ah non, je vise vraiment personne. J'ai personne en tête là. Peut-être que c'est parce que je suis surtout amie avec les professionnels. Je dis pas qu'ils sont professionnels, mais par exemple, je suis, on peut dire, disciple même, vu que Gaël, il m'a coaché aussi. Et je suis amie avec Gaël, je suis amie avec Rak, je suis amie avec Niav. Je connais Steven Giamas, par exemple. Et c'est surtout leur fils que je vois sur mon fil d'actu. Et c'est peut-être pour ça que je vois pas les autres qui se disent coach en art oratoire. Mais avant mon départ, j'avais vraiment vu beaucoup de gens qui se disaient coach en art oratoire, alors que je les ai jamais vus sur une scène de toute leur vie. Et vraiment, c'est juste ça ma question. Est-ce que vous êtes vraiment capable de donner aux personnes qui en ont besoin ce dont ils ont besoin? Alors ça c'est différent, en fait ça me dérange pas du tout, même si tu n'as pas du tout d'expérience, mais que tu conseilles quelqu'un. Par exemple, il y a mes amis qui ne sont jamais montés sur une scène. Déjà ma meilleure amie c'est une introvertie qui n'aime pas du tout l'art oratoire en soi, mais qui l'aime à cause de moi. Et elle me donne beaucoup de conseils, dans le sens quand tu montes sur scène fais ci, quand tu pars fais ça me dérange pas du tout. Enfin, dès que ça touche vraiment la vie d'une personne, en fait ça devient très difficile. Parce qu'une personne qui approche un coach en art oratoire, c'est surtout pour leur demander de l'aide. Ils ont besoin d'aide. Ils ont un manque qu'ils veulent combler ou ils ont quelque chose qu'ils veulent réparer en eux. Et d'habitude, bien sûr, c'est la prise de parole en public, vu que c'est coach en art oratoire. Conseiller, ça va, mais les soutirer de l'argent alors qu'on ne satisfait pas leurs besoins à eux, ça, je trouve que c'est injuste. Parce que ce sera pas seulement les pertes d'argent, peut-être que ça va pas déranger la personne en soi, mais le perte de temps, parce que le temps, ça se rattrape pas. Du coup, ça m'énerve un peu. Mais les conseils, ça me dérange pas du tout. Alors, moi je dis que on ne devrait pas juste faire entrer l'art oratoire dans le système éducatif, mais vraiment l'art en soi. Parce que je connais beaucoup de personnes qui ne sont pas très habiles dans l'étude en soi. Quand je dis études, je parle de mathématiques, les langues et tout, mais qui sont très habiles dans l'art oratoire, la peinture, la musique. Mais à Madagascar, vu qu'il n'y a pas cette école d'art, il y a ceux qui perdent seulement leur talent ou ceux qui l'utilisent juste pour avoir un peu d'argent de poche. Et ça, en fait, c'est assez triste. Du coup, si on pouvait vraiment avoir une école d'art à Madagascar, ce serait super. Et oui, l'art oratoire, ce serait vraiment super dans le système éducatif. Parce que quand j'étais en France, j'étais chez ma cousine et j'avais remarqué une chose. Ici,
Quand il y a les enfants qui parlent, on les demande de se taire. On leur dit, mais là-bas, j'avais remarqué que ma cousine écoutait beaucoup ses enfants, même si ses enfants disaient n'importe quoi. Et je lui ai dit, mais tes enfants, ils sont vraiment bavards. Et elle a dit, non, ici, en fait, on prend vraiment l'expression des enfants. On leur demande de parler et on doit les écouter quand ils parlent. Et en fait, ça facilite vraiment la communication en soi pour les enfants. Alors, même si on n'inclut pas l'art oratoire dans le système éducatif, l'art de la communication se fera déjà très bien. Parce que d'habitude aussi, si les cours ce sont des monologues, surtout les cours dans les lycées, dans les collèges primaires, là je vais pas me plaindre, mais surtout dans les lycées et dans les collèges, ça commence dans le collège surtout. À un point où c'est un monologue, le professeur donne des choses, l'élève essaie de recevoir, et arrivé au lycée, là on essaie de les débloquer un peu. C'est ce qui s'est passé dans notre promotion en tout cas. On essayait de nous débloquer un peu, mais c'était difficile parce qu'on n'aimait pas nous exprimer. Et c'est devenu très difficile pour nous. Mais si on devait inclure quelque chose dans le système éducatif à Madagascar, ce serait vraiment cet art de la communication. Ce serait laisser les gens s'exprimer, laisser les étudiants s'exprimer. Du coup, moi, j'ai des modules. Et normalement, il y a 2 parties. Oui, normalement, il y a 2 parties dans mes formations, mes coachings. Ça, je parle vraiment de l'art oratoire en soi, parce qu'il y a différents modules pour l'art oratoire en globalité et l'art oratoire pour entrepreneurs, start-up, salariés. Ça dépend de la personne. Mais d'habitude, mon module à moi, il est divisé en 2 et... Non, oui, mon module à moi, il est divisé en 2 parties et chaque partie est divisée en 3 petits modules. 3 petites parties. Du coup, normalement, il y a 6 parties dans mon module. Et les 3 premières petites parties sont obligatoires parce que c'est vraiment la base, en fait. Et les 3 derniers modules, c'est la spécialisation. Ce sont des spécialisations. Du coup, moi, de base, je facture par module. Par petit module, on va dire. Alors, normalement, vu que les 3 premières sont obligatoires, ils auront chacun leur prix. Elles auront chacun leur prix. Et après, c'est au choix, vous allez les deuxièmes parties. C'est comme ça. Mais il y a ceux qui disent, moi j'ai juste besoin de ça et là je facture aussi par séance. Alors quand on demande aux gens, c'est quoi d'après vous l'art oratoire ? À chaque fois que je fais une formation, je commence par cette question. C'est quoi pour vous l'art oratoire ? D'accord. D'abord les gens, ils commencent par dire, c'est l'art de bien parler, c'est l'art de convaincre, c'est savoir parler en public. Mais si à moi on me demandait c'est quoi l'art oratoire, pour moi c'est une passion. Parce que c'est vraiment ma passion. Pour le monde, c'est une force, c'est un pouvoir. Parce que savoir s'exprimer et pouvoir s'exprimer, c'est vraiment détenir le monde entre ses mains. Et bien sûr, l'art oratoire, c'est vraiment cette force en soi qui nous permet de se lever contre l'injustice, qui nous permet d'être nous-mêmes et de marquer les esprits par nos propres mots. Dès que c'est de l'art en fait, qui c'est moche de dire ça comme ça, mais c'est vraiment le plus simple possible. Dès que c'est de l'art qui utilise la parole, c'est de l'art oratoire. Alors, quoi qu'on dise, qu'on parle de slam, de plaidoyer, de débat, de plaidoirie, même la plaidoirie, même si c'est un métier, c'est aussi de l'art oratoire. Et ce sont des slammeurs très connus, Ishi, Morad qui est encore à Paris en ce moment. Il y a Sensei, il y a Naval. Ce sont tous des slammeurs et des slammeuses en fait. Mais moi, j'ai vu que j'évoluais pas dans ce monde. Alors, même si je suis oratrice, il y a des domaines dans lesquels je ne suis pas très forte, on va dire. Par exemple, je suis championne en débat, en plaidoyer, en éloquence, mais j'ai pas vraiment de titre à l'externe question slam. Mais j'aime juste slammer, j'aime parler, j'aime prendre la parole, j'aime avoir le micro, avoir un public qui m'écoute. C'est pour ça que je fais des scènes libres, des fois, quand j'ai le temps. Bien évidemment que c'est préparé. On ne peut pas les représenter toute la nation et ne pas se préparer. Mais toute prise de parole, même les plus petites prises de parole sont préparées.
c'est pas préparer, c'est pas et tout écrire, apprendre par cœur. Il y a des gens qui font ça, j'ai rien contre. Mais pour moi, c'est pas ça. Mais il faut vraiment se préparer. Et non, je vais pas dire ici comment je me prépare. C'est assez clair. Mais bien sûr, comme tout orateur, j'écris le texte, j'apprends le texte et je fais le texte en soi. Voilà, je donne vie au texte. Voilà. Alors là, il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas parce qu'il paraît que je m'exprime seulement en français. Mais en fait, c'est parce que moi, je ne maîtrise pas du tout la langue malagasy. Et là, même si je me rends compte que je fais beaucoup de petites fautes de français, je me rends compte de ça. Mais croyez-moi, mes fautes en malagasy sont pires. Et ça, c'est parce que depuis que je suis toute petite, c'est-à-dire depuis l'âge de 3 ans, j'étais dans une école d'expression française. Et jusqu'à ce que je parte, c'est-à-dire j'ai étudié 14 ans dans cette école du jardin d'enfants jusqu'au baccalauréat en terminale. Et j'ai vraiment étudié en français. Et c'est très difficile pour moi de communiquer en malagasy. Même mon prof de malagasy de l'époque me disait un JK, quoi. Mais non, pour faire ce métier, c'est pas obligatoire de le faire en français. Ça même t'incasse, ya. Même ça réalise un t'incasse quoi. Fa, j'avoue, et c'est comme ça réalise un t'incasse. C'est chez Miss Tona et Miss Yulam Tinyanawe. Et non, ma pendant formation, vous existe. Et c'est une fin de semaine en liste de vous. Attends, au ten, va y'indaoli. Et eo zany tsy maintsy misadapta am'le olona satria mba anampinan'le olona ny tanjona am'le fiainana fa tsy ny tena ka zay ny haiko fa mba le manampy olona de oui mahay miteny gasy a de manao formation amin'ny teny gasy koa fa je ne maîtrise pas vraiment la langue malagasy. Alors le concours qui vient en ce moment, déjà le concours qui se terminera très bientôt, c'est Eloquentia, qui se terminera à Madagascar, mais le champion de Madagascar va représenter Madagascar à Paris, c'est Eloquentia. Puis, très bientôt, il y aura le concours interuniversitaire de débat Ligue des Chevaliers, organisé par la Jeune Chambre internationale Mayenjereo. Je pense que ce sont les concours qui viennent en ce moment. Puis, il paraît qu'il y aura un nouveau concept très bientôt, mais déjà, il faut travailler pour que ce concept puisse sortir très bientôt. Du coup, j'espère vraiment que ce concept va sortir cette année. Mais chaque année, en fait, je connais surtout les concours pour les universitaires, c'est-à-dire le tournoi de débat interuniversitaire, par exemple, les concours, je sais pas, comme ça, Ligue des Chevaliers. Mais après, il y a des concours ouverts au public, et Eloquentia c'est ouvert au public, entre 18 et 30 ans, si je ne me trompe pas. Tout le monde peut participer à Eloquentia, que vous soyez étudiant ou non. À part Eloquentia, je viens de participer au concours international d'éloquence Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il n'y a pas de limite de niveau en fait. Si vous pensez que vous avez le courage de le faire, faites-le. Alors, je vous explique. Eloquentia l'année dernière, c'était quoi? C'était être contre. On était 80 à être inscrits. On était contre des champions de Madagascar. Des multi-champions de Madagascar, vraiment des multi-champions nationaux. On était contre les grandes figures de l'oratoire à Madagascar. Et bien sûr, c'est eux les finalistes. Ils se reconnaîtront. Mais vraiment, il n'y a pas de limite. En fait, c'est nous-mêmes qui créons nos propres limites. Par exemple, je vais participer à un concours. Ces derniers temps, il y a beaucoup de concours de plaidoyer. Je ne les connais pas, malheureusement, mais il y en a beaucoup. Vous avez qu'à regarder sur Facebook. Il y en a vraiment beaucoup. Et en fait, c'est vous qui vous posez vos propres limites d'habitude parce que il n'y a jamais dans l'instruction, sauf pour certains concours, il n'y a jamais dans l'instruction que vous devez ne pas avoir de titre ou seulement pour ceux qui ont déjà des titres ou seulement pour les champions. Si vous vous dites que vous êtes capable d'affronter ces champions, affrontez-les. Pas de problème. Je vous dis c'est possible. Vous vous dites, il y a ceux qui se disent, non, j'ai aucune chance. Mais croyez-moi, c'est toujours quand on se dit qu'on n'a aucune chance que les meilleures surprises arrivent. Moi, je me suis dit, j'avais aucune chance. Au début, vraiment au début. Mais si je suis pas restée dans le monde de l'oratoire, jusqu'à maintenant, j'aurais eu aucune chance. Il y a Denzel Washington qui a dit que la chance, ça, c'était quand
de travers rencontrer l'opportunité. Et c'est vraiment ça en fait. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah mais t'es chanceuse, ah mais tu fais beaucoup de voyages, ah mais… » Il y a des gens qui se disent des trucs du genre. Mais en fait déjà, il fallait travailler pour ça. Et après, il fallait beaucoup réseauter. Parce que vraiment sans réseautage, je ne serais jamais là où je suis actuellement. Et il faut bien sûr chercher les opportunités. À l'époque où je commençais, et mes amis aussi à l'époque où on commençait, on scrollait tout le temps Facebook pour seulement chercher des concours. C'était seulement ça le but. Du coup, c'est vraiment à nous de venir aux opportunités. Honnêtement, nul ne sait ce que Dieu nous réserve. Et ça fait maintenant des années. Je ne vais pas dire mon âge. Mais ça fait maintenant des années que je me dis, nul ne sait ce que Dieu nous réserve. Des fois, on planifie en fait. Des fois, on planifie beaucoup de choses. Par exemple, j'avais planifié d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui. Je ne l'ai jamais planifié. Mais je suis ici à discuter. Et si on me demandait à moi qu'est-ce que je planifie ensuite, pour le moment, je me concentre surtout pour les partages. Et bien sûr, si on a besoin de moi pour donner des formations et des coachings, on peut me contacter. Mais je suis surtout ici pour le partage. Ok. On m'a surtout demandé, c'est quoi ton objectif pour la page? C'est ce qu'on m'a demandé. La première fois que je me suis dit, je vais l'ouvrir. J'étais là à réfléchir, mais pourquoi je veux cette page aussi? Pour dire que je fais des coachings en oratoire avec. Non, c'était pas du tout ça. J'ai vraiment créé la page parce que à une époque de ma vie, j'étais inspirée par le parcours d'une personne. À une époque de ma vie, j'étais inspirée par cette personne en soi, par les choses qu'elle a faites, par les combats qu'elle a vécus, mais qu'elle a surmontés. Alors je me suis dit que peut-être qu'un jour, je pourrais inspirer des gens aussi de la même manière. Et c'est pour ça que j'ai créé cette page. Alors vraiment, la suite, dans mon plan à moi, pour le moment, c'est faire des partages sur mon parcours et peut-être des partages d'opportunités. Alors, ce que je propose vraiment, en fait, déjà, je m'appelle Hantamala Lahoutna Sanjaluka. Oui, c'est pour ça que je l'aurais dit en fait. Et je suis championne en art oratoire. Je ne vais pas citer mes titres parce que des fois même moi, je veux pas. Et je suis coach actuellement, formatrice et coach en art oratoire. Pourquoi? Parce que nous les jeunes, nous avons des idées, beaucoup d'idées. Et on a des projets, mais on a surtout peur. Peur de parler, peur de nous exprimer et peur de faire part de ce qu'on a vraiment dans la tête, de ce qu'on pense vraiment. Alors moi, je ne vais pas dire je propose mes services, mais je dirais je propose mon aide. Si vous avez besoin d'aide, je suis formatrice et coach en art oratoire. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter. J'ai une page, c'est Routsna Sanj. Et voilà, ils vont mettre mon numéro quelque part. Du coup, voilà, je pense. Mais vraiment, je me dis pas, je ne suis pas là pour apprendre. Moi-même, j'ai encore beaucoup à apprendre. Je ne suis pas là pour... je sais même pas pourquoi on pourrait me contacter, mais je suis vraiment là pour aider. Petit message. Ne laissez pas votre situation définir qui vous devenez. Quand je dis je viens d'une famille modeste, en fait, c'est une famille qui n'a pas tout dans la vie, qui a vécu beaucoup de choses. Mes parents ont vraiment vécu beaucoup de choses. À une époque, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et moi, quel genre de fille je suis? Je suis celle qui s'était à un moment fait harceler à l'école. Celle qui s'est fait exclure parce que je n'atteignais pas les standards. Et celle qu'on n'aimait pas du tout. Celle qui n'avait pas les moyens. Du coup, ça, c'était mon étiquette sociale à moi. Et on ne laisse pas ça définir notre avenir parce que nous sommes les écrivains de notre histoire. Nous ne sommes pas seulement les personnages principaux. Oui, Dieu écrit notre histoire en soi, mais c'est nous qui tenons le crayon avec lui. Alors, c'est à nous de définir qui nous voulons être et qui nous allons devenir. Du coup, ne laissez pas les critiques, sauf que vous savez, critiques constructives, mais ne laissez pas les critiques, genre, vous empêcher de réaliser vos rêves.